conférence, évidemment. Je remercie Christian de m'avoir invité à Rennes-le-Château, donc voilà, la première conférence que je fais en ce lieu. Donc, je vais commencer par un petit scoop, c'est-à-dire je vais vous annoncer la sortie de mon prochain livre, qui malheureusement, pour des raisons techniques, ne sera prêt que le mois prochain, qui n'est autre qu'une biographie donc, de Pierre Plantard. Donc, cette biographie sera disponible dans quelques semaines. J'ai quand même pu amener quelques ouvrages, donc Le véritable secret des rois de France, donc, qui parle aussi un peu déjà de Pierre Plantard et de Rennes-le-Château. Donc évidemment, je ne vais pas vous faire une biographie synthétique de Pierre Plantard, puisque donc il sera disponible très prochainement. Je vais vous présenter la vie de Pierre Plantard, mais je vais vous présenter seulement un de ses aspects les plus mystérieux, à savoir le grand dessin méta-historique de Pierre Plantard, donc le ressort profond de son existence. Je vais quand même débuter par un prélude sur l'histoire secrète et la méta-histoire. Ce prélude m'apparaît nécessaire pour le sens où Pierre Plantard ne peut être compris que si l'on replace son existence dans ce contexte bien particulier. En effet, le monde ne subsiste que par le secret, dit le Zohar. L'homme est le dépôt d'un absolu, d'une vérité ultime, d'une unité primordiale. Telle est la loi traditionnelle. Dès lors, la société secrète constitue un phénomène universel. Elle est présente depuis l'Antiquité et elle s'est manifestée dans tous les domaines de la vie, autant dans la sphère politique, économique, militaire, scientifique ou artistique. Mais la société secrète est essentiellement le vecteur de la manifestation du monde de l'occultisme, de la tradition et de l'initiation. Présente au cours de l'histoire, elle s'est manifestée autant au XXe siècle qu'en ce début du XXIe siècle, à travers de multiples structures, discrètes, secrètes, voire totalement inconnues. Elle entre dans le champ de l'histoire secrète. Cette histoire secrète résulte du conflit entre l'esprit religieux et l'esprit positif, critique, scientifique, qui ont provoqué un antagonisme entre la théologie et les sciences religieuses, entre l'histoire sainte et l'histoire des religions. Car entre les deux, un intervalle subsiste. Cet intervalle est la troisième histoire, l'histoire secrète qui ne dispose d'aucune chaire officielle et qui n'est enseignée nulle part. C'est le combat des lumières de la foi et des lumières de la raison, qui nous a fait oublier qu'il existe cette face nocturne, véritable part d'ombre de l'histoire humaine. En effet, donc l'histoire révélée, l'histoire des saints, l'histoire critique, qui date essentiellement du XIXe siècle, ont leurs limites, qui laissent le champ libre à cette troisième histoire, donc l'histoire secrète, l'histoire cachée. Celles-ci sortent d'échelle de Jacob, passent de l'exotérique à l'ésotérique, en passant par le mésotérique, c'est-à-dire, selon le terme de Gurdjieff, le moyen terme entre l'exotérique et l'ésotérique. Passe ainsi de l'histoire à la méta-histoire. Et donc la vie de Pierre Plantard est sous-tendue par un grand dessin méta-historique auquel il se consacra corps et âme. En effet, cet ésotérique fut voulu l'artisan secret de l'histoire de la France hermétique, d'une France fille aînée d'une hiéro-histoire, c'est-à-dire, selon les termes d'Henri Coppin, une histoire sacrale sur laquelle ne vit nullement l'effet extérieur d'une histoire sainte, mais quelque chose de plus originel, à savoir l'ésotérique caché sous le phénomène de l'apparence littérale. De nombreux aspects de son existence, de ses agissements, de ses pensées, les personnes qu'il fréquenta, avec lesquelles il se lia d'amitié, font émerger une véritable ligne de force qui est composée de 4 éléments principaux, à savoir la première partie qui s'appelle le triangle de Plantard par Lescaut, la deuxième, le Pierre Plantard et l'ère du Verseau, je parlerai ensuite de Pierre Plantard et d'Arsène Lupin, enfin Pierre Plantard et le grand monarque. Le triangle de loup, Plantard par Lescaut. Le destin lié de ces 3 œuvres permet d'appréhender les dessins secrets de Pierre Plantard de Saint-Clair. Fils unique de Geneviève et de René Deloux, riche banquier suisse, Jean-Pierre Deloux vint au monde le 13 février 1944 et le quitta le 23 janvier 2009. Après des études au lycée Janson de Sailly, il se forgea une basse culture cinématographique et littéraire en hantant littéralement les salles de cinéma de quartier et les bouquinistes parisiens. Il se lança dans une carrière d'écrivain et d'essayiste. Il commença par être attaché de presse et collabora à divers scénarios. Grand cinéphile passionné de western et féru de romans noirs, rédacteur en chef de la revue Polar, auteur de 16 romans, d'essais, il publia moult articles, préfaces, critiques. Mais Jean-Pierre Deloux avait aussi une autre vie,
C'est un passionné d'histoire secrète, d'occultisme et d'ésotérisme. Rennes-le-Château, auquel il s'intéressa dès la fin des années 50, devint rapidement le centre de ses recherches. Il publia aussi en collaboration avec Loric Guillot l'Atlantide de A à Z et fit rééditer les œuvres majeures de Grasset d'Orsay. Il a surtout laissé son nom dans la mythographie de Rennes-le-Château en sortant en 1982 avec Jacques Brétigny le fameux Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France, aux éditions Atlas. Ce livre largement imprégné des thèses de Pierre Plantard fut réédité en 2006 aux éditions Pégase. En 2001, dans Le Ravin du Loup et autres histoires mystérieuses des Ardennes, il tente de donner une assise historique au mythe mérovingien. En 2006, il fait éditer un gros volume, Les archives secrètes du prieuré de Sion, reprenant de nombreuses notes inédites présentées comme celle de Pierre Plantard. Il relève également que ce fut toujours la théorie de Pierre Plantard de voir l'abbé Boudet le maître, la tête, et en Saunière le disciple, les bras. Puis il rencontra Gérard de Sèvres, avec lequel il parcourut le Razès en compagnie de son ami Jacques Brétigny. C'est toujours grâce à l'auteur des Templiers sont parmi nous qu'il rencontra Pierre Plantard au milieu des années 70. Il le revit régulièrement durant plusieurs décennies, resta jusqu'au bout fasciné par le personnage. Il en fit même une description précise à Patrick Monchor d'une interview en décembre 2008. Où je cite Jean-Pierre Deloup, Pierre Plantard, maigre, aquilin, des yeux qui vous percent, vous examinent, vous jaugent. Le regard peut se faire abuser, voire ironique. La diction est mesurée, le langage dominé, le mot toujours précis, pas d'emphase, pas de gras. L'homme est rigoureux et logique, rien n'est illuminé. Bien au contraire, si le propos est ésotérique, le discours est rationnel, même si l'ange du bizarre passe et repasse. Il ajoute, imperturbable, Pierre Plantard répond aux questions, ou ne répond pas, vous renvoyant au fond du cours en vous lobant par une remarque surprenante qui vous laisse à contre-pied. Souvent muet, Gérard de Sèvres n'avait pas plus de succès que Brétigny et moi-même. Plantard donne des indices, soulève des lièvres, montre des pistes. À vous cependant de faire le boulot. Quand vous apportez la réponse, c'est généralement celle qui se rapporte à votre propre question, notre homme opine, réjoui comme renard qu'il est. Surtout, il s'interroge. Alors, quels étaient les buts de Pierre Plantard? Sacrifié à sa mythomanie. Pour moi, il n'était pas mytho. Et croyez-moi, j'en ai rencontré dans le milieu cinématographique, journalistique ou dans l'édition. Ses ambitions, il n'en avait pas. Alors pourquoi avoir lancé, propulsé cette belle histoire qui maintenant fait rêver des millions de personnes de par le monde? Par cause du gag, du canular, de Francis Blanche, par ami de Philippe de Cherizet, par envie de donner vie à un nouveau mythe moderne? Et bien pour Jean-Pierre Deloup, pas du tout. Au contraire, il décèle une cohérence méta-historique insoupçonnée dans les dessins du grand maître du prieuré de Sion. En effet, il considère que Pierre Plantard a lancé l'affaire de Rennes-le-Château, je le cite, pour participer à la révélation des impostures de l'église de Saint-Pierre, même s'il se défendit toujours d'avoir aiguillé Lincoln, Bégin et Legge, les auteurs de l'énigme sacrée, vers le problème de la famille et de la descendance de Jésus, et la grande imposture que sont le Vatican et le christianisme. Cela pourrait être bien une des motivations de ce partisan de l'histoire cyclique. Il est également persuadé qu'il fut un accélérateur à sa manière de la manifestation de l'ère du Verseau et des apocalypses, c'est-à-dire des révélations contemporaines. De plus, il est permis de penser que Pierre Plantard, manifestant de nombreuses littératures castelrannaises, voulait peut-être contacter un individu ou un groupe également détenteur de certains secrets de Rennes. À chacun de trouver une explication, mais on ne sera jamais assez reconnaissant à l'homme, à l'imperméable, de nous avoir fait rêver et de continuer par-delà le sépulcre. À sa manière, il passa en faisant le bien. Deloup était persuadé, si l'affaire de Rennes-le-Château prenait des proportions importantes, notamment par la révélation d'un secret, pouvant bouleverser nos croyances fondamentales, que l'on pouvait s'attendre à une chape de plomb où interviendrait la toute-puissante raison d'État. Il pensait que le contexte international implique une préservation du christianisme et du catholicisme en particulier. De fait, la découverte d'un tombeau de Jésus ou de ses descendants sonnerait le glas du trône de Pierre. Les conséquences en seraient incalculables
pour la civilisation occidentale et puis encore pour l'Europe. Donc pour Jean-Pierre Deloup, cela a dépassé l'entendement. Il considère également que le succès du Da Vinci Code confirme définitivement le caractère profondément mythique de l'affaire qui en constitue le cœur, celle du trésor de Rennes-le-Château. Semblant parachever l'un des buts que s'était fixé son principal instigateur, Pierre Plantard, répondre ainsi à un objectif du désormais incontournable, plus que jamais mystérieux, prieuré de Sion. Jean-Pierre Deloup affirme sans détour, sans Plantard, pas d'affaire de Rennes, ni de Da Vinci Code. C'est donc sur les épaules de Pierre Plantard que repose, par rapport à mon introduction, des pans entiers de l'histoire secrète. Mais Jean-Pierre Deloup fait aussi l'ami de Jean Barbulesco, celui-ci métaphysicien, écrivain et journaliste français naquit en 1929 en Roumanie et mourut le 21 novembre 2010. De cette vie singulière où s'entremêlent inextricablement l'action et l'écriture, ce sont ses nombreux romans et son style d'écriture nouveau et poétique, mêlé d'intuition et d'énigmes mystiques qui le firent connaître. Dissident roumain, il fut le régime communiste de l'époque et n'hésita pas à se rendre en Yougoslavie en traversant le Danube-Balenage en juillet 1948. Emprisonné dans des camps politiques de travaux forcés en Yougoslavie, il parvint à rejoindre Paris en 1950, ville qu'il ne quittera pratiquement plus. S'il suivit des cours de philosophie de lettres à la Sorbonne, il préféra néanmoins fréquenter les cercles d'avant-garde littéraires, artistiques et cinématographiques. Du coup, il connut l'acteur Maurice Ronet, le producteur Jean-Pierre Assam et sa compagne Carole Bouquet, Barbette Schroeder, Claude Sauté. Il fréquentait également Gérard Depardieu, Jean-Yann, Dominique Sanda, Piaugier, Ava Gardner, etc. Il fut également l'ami de Dominique Deroux, d'Henri Montaigu et de Louis Pauwels. Il fréquentait également Julie Sévola. Il se liait aussi d'amitié avec Jean-Luc Godard et donc à Éric Romer, qui lui propose de faire des apparitions dans plusieurs de ses films, notamment L'amour à l'après-midi et Les nuits de la pleine lune. Les nuits de la pleine lune. Il lui fit jouer Jean Walter dans L'Arbre, le maire et la médiathèque. Selon Arnaud Guyogenin, partisan de l'irrationalité dogmatique, son mysticisme hérétique lui conféra paradoxalement une liberté intérieure des plus créatrices, notamment sur le plan littéraire. C'est ainsi qu'il écrivit 13 romans métaphysiques codifiés, dont Les mystères de la ville d'Atlantis, L'étoile de l'Empire invisible, Un bal masqué à Genève, Un retour en Colchide, le dernier paru. Il réalisa également une anthologie politique intitulée Imperium et de nombreux essais comme La spirale prophétique. Il écrivit également Le retour des grands temps, sans oublier ses dernières investigations, qu'il intitula La confirmation boréale. Proche du Grèce, donc le groupement de recherche et d'études parapétiques pour la civilisation européenne, il fut l'ami de Raymond Abellio, Mircea Eliade, Jacques Berger, Jean Danielou, Marguerite Duras, Alain Benoît, Michel Marmin, etc. Apologiste du traditionnalisme de René Guénon, il influença également le politologue russe Alexandre Dugin. Il écrivit des articles géopolitiques, où il préconisa la mise en place d'un axe Paris-Berlin-Moscou pour contrer ce qu'il appelait l'hégémonie anglo-saxonne, concept précédemment avancé par Gabriel Hanotto, ministre des Affaires étrangères de 1894 à 1898, évoqué par Raymond Abellio. Jean Barbulesco fut dans ces dernières années, donc proche de Tony Baillargeat, ici présent, né le jour de la Saint-Lupin. Il lui dédie un de ses derniers ouvrages, Mission secrète à Bagdad.